Alors nous allons parler maintenant de cette économie nouvelle, d'une coopérative d'un nouveau genre. Et nous sommes très heureux de retrouver notre ami Charles-Antoine Bertonneau ce soir avec nous. Bonsoir Charlie. Bonsoir Éloi. Et Charlie, vous recevez Alexandre Segura qui a cofondé CopCycle. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Émile, vous allez être le témoin, l'observateur, mais vous ne devrez surtout pas vous empêcher de dialoguer et on poursuivra un petit peu ensemble ce dialogue autour d'une nouvelle manière de voir ce type de travail. Et puis, je pense qu'on va réfléchir très rapidement, mais réfléchir sur des nouvelles formes de contrats. Charlie. Alors, je vais, Alexandre Segura, vous présenter en quelques mots. Alors, vous êtes développeur web depuis un certain nombre d'années. En 2016, vous avez participé activement au mouvement contre la loi travail dite El Khomri et à Nuit debout. Et là, vous avez eu sans doute une sorte de choc ou de prise de conscience et le souhait d'avoir une activité qui fasse plus de sens pour vous. Vous intéressez aux plateformes numériques et sur les nouveaux modes de travail. Et vous avez cofondé donc CopCycle. Alors, est-ce qu'on prononce bien CopCycle ou CopCycle? Ça dépend, vous pouvez le prononcer comme vous voulez. Comme on veut. Alors, on va dire Cop. C'est juste de ne pas prononcer CopCycle, c'est Cop de coopérative. Eh bien oui, parce que coopérative. Donc Cop, Cycle ou CopCycle, c'est à la fois un logiciel de commande et de gestion de tournée de livraison, et à la fois aussi, c'est une fédération de coopératives de livraison à vélo. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit flashback, donc forcément en arrière, puisque c'est un flashback. Comment vous est venue cette idée? Donc, comme vous avez très bien dit, ça prend sa source en 2016 pendant le mouvement contre la loi travail. Effectivement, alors il y a une petite connexion avec ce qu'on disait précédemment, parce que pendant le mouvement contre la loi travail, donc Nuit debout, il y a peut-être eu quand même pas mal de cerveaux qui se sont retrouvés tous ensemble donc, sur la place de la République et dans d'autres endroits en France. Et je sais pas, oui, effectivement, moi, j'ai toujours eu un sentiment de malaise vis-à-vis de la manière dont le monde tourne, mais sans avoir jamais eu envie de m'engager. Vraiment, Nuit debout, ça m'a donné envie de m'engager pour quelque chose, pour essayer de changer quelque chose. Et à mon petit niveau, comme quand on me demande moi ce que je fais dans la vie, je dis je fais des sites internet. Enfin, en sachant faire des sites internet, essayer de faire quelque chose qui change. Et donc du coup, effectivement, mais sans trop savoir quoi faire à mon petit niveau. Et à l'été 2016, donc quelques mois après le mouvement contre la loi travail, il y a la start-up belge Take It Easy qui a fait faillite. Donc c'était une start-up. C'était un peu le pionnier on va dire, Take It Easy, c'était un peu les pionniers dans ce domaine-là, c'est-à-dire la livraison de repas rapides dans les meilleurs restaurants du coin, avec un site web bien fait, une application bien foutue. Et voilà, et pas mal de livreurs et de livreuses dans toute l'Europe et de restaurants partenaires. Et donc à l'été 2016, ils ont brutalement fermé leurs portes, enfin, en gros sans prévenir personne à l'avance. Parce que en fait, donc comme un peu toutes les startups, ils avaient fait des levées de fonds auprès du capital risque, et ils ont plus pu lever de fonds, comme ils étaient vraiment toujours dans un modèle économique qui gagnait pas d'argent. En gros, ils étaient tout le temps dans le rouge. Quand leurs investisseurs, ils ont arrêté d'injecter de l'argent dans la startup, elle a fermé immédiatement. Et donc moi, j'avais quelqu'un dans ma famille qui bossait pour eux, donc il m'a dit, qui était content au début de travailler pour eux, parce à l'époque, on pouvait gagner quand même pas mal d'argent, choisir quand même pas mal ses horaires, être assez libre par rapport à un travail étudiant, par rapport à travailler chez McDonald's, c'était quand même vachement mieux, on gagnait mieux, on était sur un vélo toute la journée, c'était beaucoup plus valorisant et intéressant comme travail quand même. Et et moi après je connais le milieu des startups pour avoir travaillé dedans. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'une start-up aussi. Enfin, c'était vraiment. Ça avait l'air de bien marcher, ça avait l'air super, etc. Et comment ça se fait que ça ferme d'un coup comme ça? Et comment ça se fait qu'ils traitent les gens aussi de. Enfin, j'avais pas trop bien compris au début la relation auto-entrepreneur vis-à-vis de la plateforme. Et vraiment, mon ex-beau-frère, en gros, il a dit moi j'ai plus de travail, ça y est, j'ai rien à. Et ils vont pas me payer les dernières semaines de travail que j'ai faites. Parce que j'ai pas de relation. En gros, je suis un simple partenaire
comme vous disiez avant, quoi. Parce que l'idée de ces plateformes, donc, c'est de mettre en relation des clients, alors là, en l'occurrence, en fait, la livraison en fait, de repas à domicile des restaurants, et puis des livreurs qui sont indépendants, c'est ça, qui ne sont pas salariés. Alors, il semble que vous soyez, ce qu'on avait préparé cette émission, pas mal inspiré en fait des théories de pair à pair, des théories de bien commun. Ce que je vous propose, peut-être, c'est d'écouter un extrait d'une précédente émission avec Michel Bowens, qui était venu dans les rendez-vous du futur, pour nous parler en fait de cette structure de réseau informatique, le pair à pair, qui a donné lieu après en fait toute une théorie sur l'économie collaborative et bien au-delà. Ma croyance, si vous voulez, dans le pair à pair, c'est que ça crée un vrai mode de production, c'est-à-dire une nouvelle façon de créer de la valeur où les individus contribuent à un bien commun. Donc la valeur est déposée dans ce bien commun. Autour de ce bien commun qui est en abondance, il y a un marché qui se crée et qui peut être un marché éthique. Donc c'est les coopératives ouvertes dont je parlais il y a un instant. Et un État régulateur dont l'État partenaire. Et je crois que aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les grands groupes capitalistes, ils comprennent la valeur de la coopération et donc ils investissent dedans. Mais je crois que le contrat social est vraiment vicié. C'est ça qui va faire avancer les choses. C'est-à-dire que tout ce que vous dites, c'est vrai. Et ça vient de cet échange utilitaire. Donc on accepte Facebook parce que c'est gratuit. On accepte la surveillance parce qu'il y a des avantages tout à fait pragmatiques pour chacun. Mais le contrat social plus profond de notre société, il est en train d'être délité. Donc un extrait en fait de Michel Bowens qui était présent dans une précédente émission. Alors en quoi ces idées, ces théories autour du pair à pair ou des communs en fait vous ont influencé? Alors après moi ça m'a pas influencé Inspiré, à la base, non? mais genre, Oui. en fait c'était plutôt parce que CoopCycle c'est vraiment parti de une réaction. Donc, comme j'ai fait un peu long tout à l'heure, comme je disais, en gros moi, face à ces plateformes, je me suis dit, voilà, ce qu'ils font, c'est pas non plus envoyer des fusées sur la Lune, c'est voilà, il faut suivre un livreur, essayer de calculer qui est le plus à même de livrer quelque chose. C'est pas non plus de la rocket science, comme on dit. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de voir comment on peut cloner ce genre de truc, quoi. Je vais commencer par une appli, après, je vais avoir besoin d'une base de données, je vais avoir besoin de ci, de ça, de faire telle fonctionnalité. Et donc, j'ai commencé à le faire, moi, pour rigoler. Et après, effectivement, genre, par rapport à ce que disait Michel Bouwen, très vite, j'ai voulu le mettre en open source, donc sous un format de code ouvert, parce que pour moi aussi, c'était une démarche. Ces plateformes, tout est basé sur l'algorithme. C'est l'algorithme qui décide de la rémunération, de qui va avoir du travail. En gros, c'est l'algorithme qui régule un genre de mini-marché du travail sur lequel plus personne n'a la main mise. Et en mettant un éventuel algorithme en open source, parce que bon, on n'a pas vraiment d'algorithme, peut-être on y reviendra plus tard, je me suis dit, voilà, en fait, la plateforme, ça ne devient plus une boîte noire, on ne sait pas à quoi ça fonctionne. Enfin, quelqu'un qui peut au moins lire du code informatique peut à peu près se dire, ah oui, d'accord, ça marche comme ça fait comme ça. Donc, par rapport à ce qu'il dit Michel Bouwen, je pense, moi, justement, le logiciel open source, c'est vraiment un des meilleurs exemples de production pair à pair, justement. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens aux quatre coins de la planète qui contribuent dans leur cuisine en pyjama à des logiciels utilisés par après des grandes entreprises et qui sont vraiment les briques essentielles de tout l'Internet, de tout ce qu'on utilise tous les jours, c'est fait par quelque part peut-être des bénévoles aux quatre coins du monde, quoi. Alors, donc, ce logiciel, cette appli, on peut la trouver d'ailleurs sur nos smartphones, en fait. Elle est utilisée aujourd'hui dans plusieurs villes en France et en Europe. Alors, elle est utilisée par des grandes marques internationales, mais par des coopératives de livreurs, de livreurs à vélo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce fonctionnement local de coopératives de livreurs? Alors du coup, il y avait effectivement, moi à l'époque, je connaissais vraiment pas ce que c'était une coopérative. Enfin, pour moi, une coopérative, c'était vraiment quand il y a une usine qui ferme et c'est la possibilité pour les travailleurs de l'usine de reprendre leur usine et de la gérer eux-mêmes. Mais justement, à l'époque où il y avait, à l'époque de Techti, il y avait un livreur, Jérôme Pimot, qui est un militant pour les droits des livreurs sur ces aspects-là,
qui disait, voilà, nous, tant qu'on sera en auto-entrepreneur, donc c'est vraiment pour moi vraiment un des fondements de l'ubérisation de l'économie de plateforme, au-delà de la technologie, pour moi, c'est vraiment le recours au travail indépendant, quoi. Enfin, c'est vraiment c'est ça, en fait, ce qui les définit. Donc Jérôme Pignon, il disait, tant qu'on sera en auto-entrepreneur, on ne pourra jamais décider, il faut faire des coopératives, par exemple, c'est un vieil outil. Voilà. Et donc, du coup, moi, ça m'a plu. En gros, j'ai mis dans la licence, j'ai open source, dans les logiciels open source, les droits d'auteur sont protégés par des licences. En gros, j'ai mis des clauses qui disent qu'il faut être une coopérative pour enfin, tout le truc qui part de là, c'est-à-dire c'est en gros verrouiller la forme sociale. Enfin, faut faire une entreprise qui a un but social autre que le profit, quoi. Et donc, du coup, effectivement, nous, on s'est dit que une activité de livraison, au final, c'est quelque chose qui concerne une ville, quoi. C'est pas, enfin, c'est le client, le restaurateur, le livreur, ils sont tous dans la même ville. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une grande multinationale américaine qui, en gros, nous, on fait plutôt du bas vers le haut que du haut vers le bas, quoi. En gros, s'il y a des gens dans quelque part qui veulent créer leur propre activité, s'organiser eux-mêmes, créer leur propre coopérative, où vraiment là, ils sont tous patrons, quoi. Enfin, contrairement à ce que Deliveroo vend, on dit vous serez votre propre patron, mais en fait après vous êtes quelque part l'esclave de l'algorithme. Et ben nous en fait on vous fournit la technologie pour que vous puissiez créer votre propre entreprise locale et elles sont toutes connectées ensemble en travers d'un réseau, quoi. Voilà, effectivement. Alors, elles sont organisées en coopérative. Et alors, vous-même, au sein de CopCycle, comment vous travaillez en groupe ou est-ce que c'est voilà, question bête, mais est-ce que c'est pyramidal ou alors au contraire, c'est plutôt horizontal et puis il y a des échanges sur des questions en fait, de bonnes pratiques, des questions juridiques, des questions de développement. Est-ce qu'en 2 mots, est-ce que vous pouvez me dire en fait comment vous êtes organisé? C'est quand même vachement auto-organisé, quoi. Enfin, après, on a appris au fur et à mesure. Enfin, on a avancé au fur et à mesure. Mais il y a quand même je pense qu'il y a quand même des choses qui sont venues justement du mouvement des places. Justement, en fait, c'est marrant parce on a eu ce dont vous parliez au début sur le nombre de femmes et le fait on a la chance d'avoir quelques femmes, pas assez dans notre groupe. Et justement, sur la distribution de la parole, sur pas couper la parole, les hommes ont tendance à beaucoup couper la parole. On se rend compte quand on nous le dit. Enfin, quand quelqu'un vous le dit, non, tu viens de me couper la parole. On s'en rend compte. Et justement, on a essayé de construire ce genre-là en gros entre le projet militant et avec des techniques un peu militantes, on va dire, de tour de parole, etc. Mais aussi quand même pas mal de trucs qui viennent de l'entrepreneuriat. Après, c'est un mix de tout. En fait, on fait au fur et à mesure. On est un peu tous, évidemment, tous connectés avec tous les moyens de communication possibles. Et voilà. Mais après, en gros, on essaye comme vous disiez, on ne peut pas atteindre le consensus, mais on s'organise en petits groupes de travail sur les différents aspects qu'il y a. Mais il y a tout le monde qui peut venir dans n'importe quel groupe de toute façon, quoi. Enfin, il n'y a pas de Donc il y a spécialiste, quoi. l'outil, le logiciel ouvert avec certaines conditions d'utilisation et l'organisation en tant que telle aussi qui est ouverte. Merci Alexandre. Finalement, Émile, les coopératives, c'est un bon atelier d'intelligence collective, finalement. L'intelligence collective nécessite qu'on coopère, Oui. Ça c'est sûr. Ce qui est intéressant sur la question de l'auto-organisation, c'est que ça a quand même ses limites. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'au final, il faut quand même que les choses soient un peu modulaires. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire des petits groupes. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange entre les groupes, un peu de mouvement, mais on a besoin quand même de responsabiliser certains groupes autour de certaines choses. Et on a besoin, dès qu'on attaque des systèmes un peu complexes, une échelle un peu plus grande, où au lieu d'être 20, on est 200, on est 2000, on est 20 000. À ce moment-là, on a quand même besoin de ce qu'on appelle vulgairement la pyramide, la hiérarchie. Hein. La hiérarchie n'est pas l'ennemi de l'intelligence. L'ennemi de l'intelligence, c'est le top-down. Ce n'est pas la hiérarchie elle-même. La hiérarchie donne une structure dans laquelle l'information peut circuler. Et le problème qu'on avait jusqu'à présent, c'est qu'il y avait très peu d'informations qui circulaient du bas vers le haut. Et vous parlez beaucoup justement de cette approche où ça commence par le bas et on s'organise à une échelle un peu plus petite et ensuite on peut organiser des villes ensemble peut-être et puis ensuite on peut organiser des nations ensemble, etc. et faire corps. Mais la hiérarchie n'est pas l'ennemi.
le consensus est l'ennemi. Et Pas Nuit la debout, hiérarchie. c'était également une période, un temps fort. Alors à vivre, j'imagine que ça devait être ça. C'était, on refaisait un exercice d'intelligence collective chaque nuit. Et est-ce qu'on le remettait à zéro chaque jour et on le refaisait après? Comment ça se passait pour Après, se structurer surtout? Après, il y en a qui pourront dire que Nuit debout a échoué à faire ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire empêcher la loi de passer, quoi. Mais bon, j'ai l'impression maintenant les lois, elles passent quoi Elles passent quoi qu'il en quoi soit, donc qu'il- autant quoi qu'il vivre les arrive. temps tels qu'ils sont. Dans tous les cas. Mais après, ça a permis de, je pense, Nuit debout. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vu. Ça a permis déjà à plein de gens de se rencontrer. Genre, et alors après, une fois qu'on s'est trouvé, il faut s'organiser. Et après, on voit ce qu'on fait, quoi. Donc, effectivement, peut-être on en a encore à l'étape de s'organiser. Je sais pas, mais enfin, en tout cas, on avance, quoi. Voilà. Je pense qu'avec Nuit debout, comme avec les Gilets jaunes, on voit les limites de l'auto-organisation. C'est-à-dire que le grand intérêt, au final, de ces exercices qui n'ont pas véritablement abouti à quoi que ce soit parce qu'ils ont été empêchés par leur rejet justement de toute organisation. Il y avait des Gilets jaunes qui se revendiquaient en disant notre force, c'est de refuser de s'organiser. Et bien en fait, non, quand on refuse de s'organiser, on arrive à être fort, mais on n'arrive pas à être véritablement intelligent pour passer au deuxième niveau et avoir un grand impact politique, qui était le but quand même des Gilets jaunes et de Nuit debout. Mais le grand intérêt de Nuit debout, c'était justement d'inspirer des individus par cette proximité des cerveaux les uns avec les autres, tous au même moment, en train de réfléchir. Alors la réflexion n'aboutit pas, mais elle stimule des cerveaux individuels qui ensuite vont faire des trucs. Et la même chose pour les Gilets jaunes. Le grand intérêt, c'était aussi ces rencontres autour des ronds-points qui ont fait que des gens se sont redécouverts dans des communautés où chacun était redevenu des solitaires. Et là, ils se sont retrouvés, ils ont formé des communautés. Et au final, c'est ça qui a changé les choses, même si ça n'a pas bloqué les lois, comme vous dites. Là, ça me fait penser, alors c'est très rapide et on est vraiment en fin d'émission, mais vous avez tenté de vous lancer dans le bain de la politique à un moment. Alors c'était comme représentant des Français en de Amérique du Nord. l'étranger en Amérique du Nord. C'est ouais. ça. Ouais. Rapidement, en quelques mots, l'expérience que vous en avez tirée, qu'est-ce qui fait que vous n'y replongeriez pas? Il faut choisir ce qu'on va faire dans la vie. On n'est pas doué pour tout. Ce qui m'intéressait dans ce projet, c'était qu'il y a en Amérique du Nord 300 000 Français. 300 000 Français, c'est beaucoup plus que ce qu'il y a, je ne sais pas moi, dans la Creuse ou en Corrèze, je ne sais rien. Bon. Et donc c'était intéressant comme challenge. En plus, ils ne sont pas au même endroit. C'est-à-dire que c'est impossible de les trouver autour du marché le dimanche. Ils sont partout. Ils sont au Canada et en Amérique. Ils sont à Los Angeles, à New York, à Floride, à Toronto, etc. Et ce qui était intéressant, c'était le challenge de comment est-ce qu'on va organiser cette communauté avec des outils numériques. On est en 2012. C'était avant les civic tech et je ne sais quoi. Comment est-ce qu'on va réussir à mettre en place des plateformes qui vont pouvoir utiliser cette intelligence collective de façon à avoir un impact en France et à guider l'action de leur député qui est censé les représenter et qui, évidemment, tout seul ne peut pas les représenter. Il y a 300 000 personnes très différentes qui n'habitent pas au même endroit. On ne peut plus les représenter. On ne peut plus qu'être un vecteur de leur intelligence commune. Donc, comment est-ce qu'on arrive à capter cette intelligence sous forme d'innovation, prévision, opinion, etc., de façon à pouvoir ensuite porter leur voix à l'Assemblée. Et depuis, il y a plein de civic tech qui se sont mis un petit peu en place pour essayer de faire ça de différentes façons. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, c'est que c'est un milieu de gens pas tellement agréables, tout simplement. Agréable ou intelligent? Alors, il y en a qui sont très intelligents, ils sont souvent assez cultivés, ils ont fait des bonnes écoles, mais ce ne sont pas des gens agréables. Il y a un manque d'empathie, mais absolument affreux. On parlait d'empathie tout à l'heure. Et c'est peut-être ça aussi qui bloque le fait de faire quelque chose de véritablement intelligent, c'est leur capacité à être en empathie avec les dirigés, le peuple, les citoyens, qui fait qu'ils ont du mal souvent à utiliser cette intelligence que nous avons sur le terrain et à laquelle eux n'ont plus accès. À force que les gens se rencontrent sur les ronds-points ou passent plein de nuits ensemble pendant un temps, à un moment, est-ce que le peuple va finir par s'organiser, par avoir un semblant d'organisation? Et là, est-ce que le politique va devoir commencer à s'en préoccuper un petit peu plus? Le politique est toujours à la traîne. Le politique est toujours en train de suivre ce que le peuple fait, d'une certaine façon, enfin ce que la société fait. La société évolue très vite et le politique suit. Oui, je pense qu'il y a aussi une question générationnelle.
C'est-à-dire qu'on voit bien que les nouveaux politiques se sont saisis complètement de tous les outils numériques, sont capables de les maîtriser, et du coup, ça fait partie de leur art. Et ils ne peuvent pas exister sans être au contact permanent avec les citoyens. Ça leur manque, alors que la génération d'avant, ça leur manquait pas du tout. C'était quelque part le but, on va s'enfermer au palais, on va être tranquille. Ouais. Donc là, on n'est plus du tout dans cette situation-là. On voit ce pattern-là dans la politique. On voit la même chose dans les grandes entreprises. Les grandes entreprises, il y a 20 ans, quand on leur parlait d'intelligence collective, elles ne savaient pas de quoi on parlait, elles s'en foutaient complètement. Aujourd'hui, si une grande entreprise qui est incapable de proposer un nouvel entrant, un jeune, qui arrive sur le marché de l'emploi, de lui proposer de prendre en compte ses opinions, de respecter son intelligence en tant qu'employé, eh bien cette entreprise n'aura pas ce talent, parce que ce talent, il va aller voir ailleurs. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a un mouvement de fond qui fait que toutes les ressources humaines changent pour mieux prendre en compte les intelligences de tout le monde dans l'entreprise. Merci beaucoup, Émile. Merci, Émile Servan-Schreiber. Merci, Alexandre Segura. Merci, Charlie.